Pendant des siècles, l'or a constitué la valeur référence des économies mondiales. Il assurait la stabilité monétaire, surtout des pays occidentaux. Au tournant des années 2000, le prix des matières premières a explosé. Le prix de l'once d'or a augmenté de plus de 300%. Les pays riches en ressources ont été invités par la Banque mondiale à libéraliser leur code minier afin d'attirer les sociétés minières étrangères. Le Mali a été longtemps le troisième producteur d'or africain. Son faible coût de production en fait l'un des moins chers du monde. Il exporte plus de 50 tonnes par an et les gouvernements successifs aimeraient dépasser les 70. La moitié de cette production vient du cercle de Kéniéba. D'accord, le territoire est riche. D'accord, il faut lutter pour que vraiment l'économie soit équitablement répartie. Que Kéniéba ne soit pas bredouille de cette richesse. Que la richesse de cercle de Kéniéba ne soit pas en sorte cause de la disparition même du territoire du cercle de Kéniéba. Parce qu'il est tellement riche que finalement, si on ne fait pas attention, c'est la population du cercle qui sera même déplacée. Il dit qu'un jour, il y a un blanc qui est venu avec trois noirs. C'était des ingénieurs, des chercheurs, des géologues. Bon, ils ont demandé son autorisation qu'ils veulent s'installer à côté de lui dans son village. Le préfet nous a convoqués à Kéniéba. Le chef de village et tous les conseillers. Ce jour-là, on est parti. Il nous a convoqués sans nous dire l'ordre du jour même. L'ordre du jour. Et puis dans la convocation, il écrit, il dit que tout ce qui s'absenterait, il répondra au tribunal. Bon, nous, on lui a fait la reproche à la réunion là-bas. On dit que ce n'est pas une manière d'inviter quelqu'un. Quelqu'un que tu invites. Et puis tu dis que à la fin, que si tu ne viens pas, je t'amène au tribunal. Mais ça devient une guerre. Ou bien, si tu ne viens pas, je t'amène au tribunal, tu vas t'expliquer là-bas. Bon, ce jour-là, on a fait la reproche dans la salle de réunion là-bas. On dit que ce n'est pas une manière de convoquer quelqu'un. On a fait aucun acte de malfrat. Personne n'a volé ici, personne n'a tué ici. Donc, ce n'est pas une manière d'inviter quelqu'un. On a fait cette reproche. Bon, ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on nous a dit que le Fadougou sera déplacé. Les populations locales, en réalité, ne sont pas propriétaires et ils bénéficient d'un droit d'usage que l'État les accorde en attendant peut-être la reprise. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, l'État reprend la terre. L'État peut, en vertu de l'intérêt général, faire une déclaration d'utilité publique pour obliger, c'est-à-dire imposer l'installation et l'exploitation de la ressource minérale. Et tout cela peut se faire sans le consentement du village. La substance, l'or appartient à l'État et à l'État seul qui peut décider de qui peut exploiter. Une fois que l'or est trouvé dans le sous-sol, la communauté villageoise ne peut plus décider de son propre sort. Si par hasard, quelqu'un s'hasardait à ne pas céder son champ, qui est dans le no-go zone, tu t'hasardes, tu dis que je ne quitte pas. Bon, quelle serait la suite? On aurait te faire déguerpir par la force. Mais je pense que c'est ça. Voilà, donc nous, ce n'était pas de notre goût, mais c'est une imposition, on est obligé de suivre. Ils ont carrément perdu leur terre.
Souvent quand les mines, quand ils viennent, le permis c'est il y a les vergers, des jardins potagers, des vergers. Ils calculent, hein, c'est un prix modique, le prix d'un arbre fruitier. Voilà. Ils ont un barème par rapport à ça. C'est comme ça qu'ils calculent, voilà, tu as tant d'arbres fruitiers, ça fait tant de francs, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas que tel arbre fruitier peut durer tant d'années, et peut produire tant de fruits, ainsi de suite. Tout ça, mais ils le font à leur bénéfice. Mon frère Moudi Kamara, il a son sang, ça, et là où il y a la société minière de Tabakoto. Là. Il travaille dans son sang il y a plus de 10 ans. La société minière est venue, ils ont présenté leur papier, ils disent c'est pour nous, on a déjà le papier, il faut quitter. On lui a donné 100 000 francs. Quelqu'un qui a travaillé son sang pendant 10, 11 ans, on lui donne 100 000 francs pour... Vous voyez? À Bamako, on a donné jusqu'au cercle, dans la ville de Kenyaba, dans le village de Kenyaba, jusque là, dans le représentant du président de la République. Donc on est dans les bureaux, voilà, on donne des livres de permis, on ne tient même pas compte, ils savent même, c'est même pas des géographes. Parce qu'un géographe, on est censé connaître que dans telle zone, ça c'est une ville, c'est un village, c'est un hameau. Ton permis là, le permis qui se donne, il y a un hameau, même un petit hameau. À plus forte raison, la ville de Kenyaba, à l'époque. Vous voyez comment, dans quel gémaphotisme ces gens travaillaient? La communauté est désolée parce que nous n'avons pas été associés à l'obtention de ce permis. Ni les villages, ni la communauté. C'est à travers les médias que nous avons appris que le Qatar a un permis dans la commune de Djalafara, un permis qui s'étend sur 30 ans. Parce que le plus souvent, le problème, c'est quoi? Vous trouverez que là où il y a le permis, souvent, c'est des passages d'animaux. Il y a des lieux sacrés où, depuis nos grands-grands-parents, on ne cultive pas. Il y a des lieux où on ne peut pas faire l'exploitation de l'or. C'est des lieux sacrés. Maintenant, si c'est dans leur permis, bon, quelles dispositions vont prendre? On a fait un débat, une assemblée générale à Fadougou ici, à Kenyaba, devant tous les services techniques. Les imams sont venus de Bamako pour nous faire comprendre que vraiment, pour le problème de cimetière, quand même, ça existe dans le Coran. Sinon, nous, on n'avait pas accepté ça. Parce que nous, on n'a jamais vu ça. Déterrer une cimetière tout entier pour aller les enterrer encore. Nous, on dit qu'on n'a jamais vu ça. Mais parce que nous sommes dans une religion musulmane. On connaît un peu là-dedans, dans la religion. Donc, ceux qui connaissent beaucoup là-dedans, et ils nous ont dit quand même que dans le Coran, ça existe. Nous, on les a dit que s'ils vont prendre la responsabilité devant le bon Dieu, ils disent qu'ils vont prendre la responsabilité devant le bon Dieu. Tant mieux. Donc, nous, on a accepté. Voilà, ces gens sont indemnisés. Malheureusement, cet argent-là est mal dépensé. C'est mal géré. Le paysan c'est pas un commerçant, c'est pas un gestionnaire. Quand il lui donne beaucoup d'argent, il dit, ouais, pour lui, ça c'est fini pas. Et c'est pas que, bon, maintenant, en 2 temps, 3 mois, ça y est. Donc, au bout d'1 an, il est dans la misère. Il a perdu son verger. Il a perdu ses revenus. Ce qu'il avait trouvé en compensation, c'est fini. On te rembourse en argent d'abord. Et puis, on te demande d'aller montrer un nouveau champ. Donc, presque tout le village est descendu vers l'ouest. Parce qu'ils trouvent que les terres qui étaient vers là sont plus fertiles que les champs qui sont vers là. Le rendement qu'on faisait là-bas là, est plus grand que le rendement qu'on fait ici. Bon, en même temps, ils ont donné des semences. Ils ont donné des semences, mais des semences que beaucoup se plaignaient que ce n'était pas de la bonne qualité. Le nom projet, le nom Fekola là, nous, on ne sait pas quand même comment est venu le nom Fekola. Mais notre souhait quand même n'est pas le nom Fekola. Parce que nous sommes les premières victimes. Ce sont nos biens qui ont été récupérés par le projet et le village doit se réinstaller encore à cause de ce projet-là. Donc nous, on aimerait quand même que le projet prend le nom, la mine. Même si ce n'est pas le projet, la mine prend le nom de Fadougou. C'est ça notre souhait. Donc si le projet prend le nom de notre village, c'est un peu étonnant. Et ils disent que ce sont les géologues. Comment un géologue peut venir donner une nomination comme ça, à tue-tête comme ça? Bon, vraiment, comme c'est l'État malien, nous, on ne pourra rien faire. Hein. Dommage. Et ils disent que le nom, ce n'est rien. Le nom, c'est quelque chose.
Moi, je m'appelle Mahamadou. Tu ne vas pas m'appeler Binta et je réponds à ça. Ou bien, quand on fait l'examen là, moi, je ne vais pas être admis à votre nom. Vous ne devrez pas être admis à mon nom aussi. Et on dit que le nom, ce n'est rien. Le nom, comment ce n'est rien? Kéniéba est traversé par la route internationale RN24. 600 km de goudron qui relie Bamako au port de Dakar. Jusqu'à présent, c'est une route qui n'a pas été inaugurée. Et malgré tout, vous avez constaté que par endroits, il y a des petits trous. Et vous imaginez quand les camions de 40 tonnes, 50 tonnes vont commencer à pratiquer la route là, qu'est-ce que ça va faire comme problème? Parce que les travaux ont été confiés à une société chinoise, Covec, qui malheureusement n'a pas été assez suivie. On peut seulement se glorifier des ponts. Les ponts qui ont été faits par les Japonais, le pont sur le Bafin et le pont sur la Falémé. Alors là, c'est des ponts, c'est un travail qui a été extraordinaire. Mais à part ces ponts, on peut considérer que la route internationale, la RN24, qui relie Bamako à Dakar, en passant par Kéniéba, ne va pas faire long feu, va être sujet à des réflexions fréquentes, parce que je pense que le travail de suivi n'a pas été fait avec sérieux. J'ai été, moi, indigné de voir des feux tricolores sur la route internationale entre la ville de Kéniéba et le poste frontière de Maïnamine. Il y a, je crois, au moins deux feux tricolores. Ces feux tricolores, c'est tout simplement pour réguler la circulation entre les véhicules qui passent sur la RN24 et les véhicules des sociétés minières qui vont des sites d'exploitation aux sites d'exploitation des carrières à l'usine. Et c'est des pistes, c'est des routes privées qui traversent beaucoup de villages, souvent. Nous, sociétés minières, nous avons la priorité. Mais pour ne pas dire que nous avons la priorité, ils ont mis les feux tricolores. Comme pour dire que tout le monde est bien servi. Voilà, c'est le fait qui réglemente le passage. Mais la route internationale ne doit pas être une route privée. Privée dans le sens où ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État malien. Encore moins l'entreprise qui a été chargée de faire le tronçon, qui a mis les feux tricolores. Mais c'est les sociétés minières qui ont fait les feux tricolores. Alors souvent, on se pose la question, qui fait la loi au Mali? La route qui relie Kéniéba à Kai, sa capitale de région. 250 km de pistes latéritiques. Il faut parfois entre 7 et 9 heures de trajet pour aller d'une ville à l'autre. Vous avez vu l'état de la route? Dans aucun pays du monde, vous ne verrez ça. Un cercle qui a à peu près 3 mines, et que la route est à l'état poussiéreux, c'est inexplicable. Toutes ces sociétés utilisent cette route avec les gros porteurs, les remorques qui amènent les matériaux, et même les citernes également qui amènent du carburant. Parce que ces sociétés minières ne sont pas reliées au réseau électrique d'EDM. Donc souvent, ils sont obligés de marcher avec des groupes électrogènes, donc un besoin énorme en carburant. Et ce carburant vient de Kai. Souvent, ça pose problème. Ce sont ces gros porteurs et ces camions qui ont également fait que la route Kéniéba-Kai est souvent impraticable. Impraticable parce qu'en saison pluvieuse, quand ces camions passent, alors quand un petit véhicule veut passer, souvent c'est l'embourgement.
Les sociétés là, la route c'est pas leur programme. Ils ont dit haut et fort, c'est l'État, notre État. Parce qu'on n'a pas un État fort, on n'a pas un État qui s'impose. Soit c'est ça, ou bien vous quittez. Donc vous voyez, nous vivons toujours, pour ne pas dire dans la misère, mais nous vivons dans l'insécurité. Nous sommes à la merci des maladies respiratoires, à la merci des maladies diarrhéiques, parce qu'un produit toxique, c'est pas de n'importe quoi. C'est pas de n'importe quoi. Vous voyez aujourd'hui qu'à Tabakoto, entre la mine et le village, c'est une route qui les sépare. Est-ce que c'est normal avec tout ce qu'on dégage, qui se dégage comme gaz, comme poussière, ainsi de suite, voilà. Comme résonance, comme tremblement lors de la pose de dynamite dans les souterrains. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est vrai que très coûteux, n'ont pas voulu déplacer tous les villages. Ils ont déplacé une partie des villages. Parce qu'ils rentrent même déplacés à Folo. Ils rentrent Bogoso même Fanamou. Ils rentrent à Bogoso même au Tumbesi Rotomento, au Bogoso l'organité, même Bara. On n'a pas qu'à mener. Parce que nous devons dire que tous les autres me donnent le budget. Et pour nous soutenir, nous devons nous la barre au Khan. Parce que tous les autres me donnent le budget, nous soutenons la valeur à bon. Tu me suis dit, mais quand déplacé à Rome, tous les autres me donnent le boulot. Il y a bête à que Boros Watt, à Toli la Cour. Foncé, mais nous sommes canali, mais nous sommes pour le bébé soukin. Nabolo, il y a un bon loyer. Il y a un hacker d'offre. On a un théâtre. Puis ça dara. Il y a bon lo samedi le matin. Nous avons dugo fankili à tori bien ulita. Il y a bon so men lo ntelo yelma ba ko le kam dugo to. Na ngi mo fen fen ta ma so am. Parce que hali talo men folo je. Ni ta tamba ta bi. Il y a mo la bo dingo usine ko la. Kata ko tongo jati ato. Ha iba folo rombe sigini mun kunna. Ni ngo mo fiye. Isa fo comme monsieur Barod, comme à 40. Rien. Alors, atelier d'aile. Sans qu'il y ait de sa fleur, quand on a un atelier d'aile. Kadima, peut-être que la dindon, ça t'a été Barod. Il y a, comme on barquette au mien Barod, comme on est retardé. Il y a des gens qui ont moussolé. Aux Arnasilou, Moussobé et Simbo, à Barod maintenant. Il y a un pomporo, il y a un pomporo, il y a un grillasi kala. Quand tu l'as vu, quand tu l'as vu, quand tu l'as fait aller le wolo karala, quand tu l'as encore ça, tu l'as encore le adiba, albasara la mou. Le blanc il parlait là, il lui avait donné la certitude que à Fadougou ici, tout ce qui se passera au niveau de l'exploration de la société se passera ici chez lui. Et que lui, il a demandé que, comme c'est Fadougou qui subit directement les effets collatéraux de la mine, donc il a exigé que les enfants du terroir soient les premiers à être recrutés. Les jeunes sont en train de se révolter par rapport au mode de recrutement. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que c'est tous les jours, c'est des gens qui débarquent dans les mines, venant d'ailleurs, et qui sont immédiatement pris dans le travail, pour travailler. Alors que les ressortissants de Kéniéba sont là-bas. Cette petite communauté est envahie. Et maintenant, a vu sa population quadruplée. Donc les trois quarts, ce n'est pas les autochtones. On vient de partout de l'Afrique de l'Ouest dans l'espoir d'être embauché par les mines industrielles. Une véritable ruée vers l'or.
Des villes entières sortent du sol, habitations rudimentaires et conditions de vie spartiates. Mais faute d'emploi stable, la grande majorité de ces jeunes se retrouvent sur des placeurs. Petites mines artisanales à ciel ouvert où l'on risque chaque jour sa vie et sa santé. Activité qui représente au moins 10% de la production d'or nationale. Et ce qui était autrefois une activité familiale complémentaire de l'agriculture est aujourd'hui l'unique espoir de revenus de toute une jeunesse africaine. Notre seule source de vivre, c'est la mine traditionnelle. Bon, nous n'avons pas de moyens. L'usine des Tabakoto, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qu'ils veulent. Et puis là-bas, c'est la corruption. Tant que tu n'es pas un papa ici, du gouvernement, un papa ici, de l'usine, tu ne vas pas travailler là-bas. Bon, on bɛ dama baara kɛ sa a bɛ san 2 bɔ parce que depuis n tilara kalan na 2011 bon sani sigilen ka to n taara damanda la bon sisan n bɛ dama baara kɛ bon a kɛ gɛlɛn mais n'an tɛ baara tɛ sɔrɔ an bɛ t'o kɛ diyagoya. Donc c'est ce qui incite les gens souvent à aller orpailler. Il y a des gens ici qui ne veulent même pas aller au placeur, mais bon, faute de moyens, ils s'adonnent à l'orpaillage. Ils sont obligés. Il y a des gens qui ont été médaillés ici en agriculture, en jardinage. Il y a des éleveurs aussi. Mais seulement le manque de moyens, là, c'est ce qui fait que les gens s'adonnent plus à l'orpaillage. Ouais, la poussière qu'on respire là. Ils ne savent pas que ça, c'est pour le moment quand on est jeune, bon, on ne sent pas, mais dans la vieillesse, c'est quelque chose qui peut causer des maladies très graves qu'on ne peut pas soigner. Bon, il n'y a pas de précaution en tout cas, il n'y a pas de précaution. Bon, même les gaz carboniques qu'on sent souvent dans les mines, moi, j'ai acheté les masques de gaz. Et même si vous demandez les gens de BTA, l'an dernier, il y a eu un accident là-bas. C'est grâce à ma machine qu'on a pu enlever le corps dans les mines. Là. Sans ma machine, parce qu'il y avait une machine souffleur qui souffle l'oxygène. Donc, c'est ça qui a permis aux gens de descendre pour enlever ces cadavres. Oh, ça va. Bon. Il y a des fils dans bataille. Bon, ni demande ni demande imene. Ni sara. Iti baramogo la suede, ye damanga sule. Isude don fene. Oudan kita kilabo à quelques mètres, à quelques kilomètres. Keta ilala isara finim na kolitaro kasangetaro do dontaro foi. Ubeta amba fuma ki kolokolo. Parce que ura ka kuma la su sanu be dugu jukɔrɔ de. N'a fɔra ko mɔgɔ su fana bɛ dugu jukɔrɔ sanu bɛ tunu. Sécurité u taara gendarme taara. Sinon an damaw de tun bɛ yen. Ye n'i ye wari sɔrɔ o tɛ tilalen hali bi bɛ yen nɔ n'i ye wari sɔrɔ o tɛ tilalen. Bandiw b'i faga. Ala mɛ mɛn an bɛ mɛn. Ye gendarme minnu bɛ yen gendarme tɛ se ka dugu minɛ parce que gendarme ka dɔgɔ. Jama ka ca. Gendarme bɛ semaine de kɛ.
équipe mɔgɔ 8 bɛ na sigi semaine kelen kɛ u bɛ taa équipe wɛrɛ bɛ na mɔgɔ 8 u bɛ rotation kɛ ten bon gendarme bɛ na olu tɛ se ka dugu minɛ chaque fois i b'a mɛn ko mɔgɔ de mɔgɔ faga chaque fois i b'a sɔrɔ u bɛ bɔ dugu kɔnɔ à quelques 5 km u bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ gendarme bɛ wele k'a fɔ ko sira dalen don mais u tɛ se parce que ils ont armé bandi mun don arme fɛn bɛɛ b'u bolo. On a des difficultés avec le gouvernement même, avec le gouvernement malien, parce qu'ils sont tous vendus la terre d'ici. C'est pour cela que si les projets ont besoin de quelques espaces, on est obligé de quitter, parce que c'est déjà vendu, on n'a pas de choix. Tu vois? Toutes les zones où les compagnies minières ont eu des permis, c'est des zones d'abord qui ont été exploitées par les orpailleurs. C'est les premiers grands ingénieurs. À vue de seulement, ils savent que voilà, ce territoire-là, on peut trouver de l'or. Et ils ne peuvent pas comprendre, ils sont en train de travailler sur un site, et d'un coup, il y a une société qui se présente, leur demander de déguerpir parce que ça leur appartient, c'est dans leur permis. Alors qu'avant, ils n'ont pas eu d'informations, ils n'ont pas été sensibilisés. Vous voyez ce que ça fait? Ensuite, quand j'ai fait la visite des sites d'orpaillage, c'est entre guillemets un no man's land. Il n'y a absolument rien d'organisé. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, il n'y a pas d'infrastructure sécuritaire, il n'y a pas d'eau potable. Si une épidémie venait à éclater là-bas, mais c'est un hécatombe. Donc je suis venu, j'ai fait une communication écrite en Conseil des ministres pour dire franchement, moi je vais prendre la responsabilité pour moi. Ne serait-ce que quelques mois, le mois d'août, septembre, jusqu'en octobre, pour fermer les sites d'orpaillage. Avec la déclaration de la fermeture provisoire, on a été clair là-dessus. On dit qu'il n'y a pas de problème. Mais vous avez dit de laisser ça, on laisse ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'es pas venu voir quelqu'un aujourd'hui, laisse ça, va faire ça. Il ne connaît pas. Il va mourir de faim, non? On dit à un docteur d'aller faire le mécanique. La mécanique, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il peut vivre de ça? Un médecin qui laisse pour aller dans l'atelier, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas pour avoir quelque chose pour manger? Donc, il s'agit d'organiser l'agriculture moderne qui permet de produire et d'avoir tout de suite de l'argent. Pas d'attendre qu'il pleuve ensuite, qu'il ait la récolte, attendre une autre année. Non, non, non. C'est pas ça. Donc, si on arrive à mieux organiser l'agriculture au sein de ces sites, les mettre en coopérative et faire en sorte que les produits puissent être écoulés aussi. Tout ça, on n'y pense pas. C'est ça. Si on arrive à le faire, je pense que les jeunes peuvent vivre de l'agriculture. Il n'y a pas 1 mètre carré à Kéniéba qui n'est pas attribué à des sociétés minières. Il n'y a pas 1 mètre carré. J'ai des preuves. Il y a la carte est là aussi. Tout est. Où est-ce qu'on va aller cultiver? Le sol est très riche, propice à l'agriculture, mais les paysans ont du mal à cultiver parce que comment cultiver et ne pas transporter le surplus de la production? C'est là où le problème se pose. Parce que les blancs sont plus malins plus que nous, le malinqué. Hein? Donc, parce que petit à petit, ils viennent nous soulager, après ils s'imposent. Bon, et nous d'ici, non, attends, nous on n'a pas rien. Parce que c'est comme ça qu'ils le font. Ils viennent nous soulager, après ils s'imposent leur programme qu'ils ont programmé depuis bien avant. Et nous les illettrés, bon, quand tu nous caméras par là et puis de nous satisfaire un peu, nous serons contents de toi et puis maintenant tu vas nous traiter de manière que tu veux. Donc nous, on a trop peur de la partie là. Ok.
Elles ont soit les belles filles à la maison, soit des filles à la maison. Une fois c'est-à-dire que l'autorisation d'exploitation accordée, la société, une des conditions, c'est que la société doit déposer en même temps un plan de développement communautaire. Ce développement communautaire, ça veut dire c'est une contribution de la société minière à l'endroit des villages impactés par les effets de l'usine. Ils disent qu'ils n'interviennent que dans les villages situés à 15 km, dans un rayon de 15 km. Est-ce que le méfait de l'exploitation se limite seulement dans un rayon de 15 km? Non. Moi, je dis non. Par rapport d'abord au transport de ces produits toxiques, moi, ma commune est victime. Les poussières que ces gros porteurs-là sont en train de soulever des jours comme des nuits, ça peut porter des nuisances à la population. Donc, j'ai dit il faut qu'on revoie le code minier. C'est lorsque je suis rentré à l'intérieur d'une cité minière, avec toutes les commodités que j'ai vues à l'intérieur de la cité, toute la modernité que vous pouvez imaginer. Des restaurants au top niveau, des nourritures sans reproche, la climatisation, l'Internet, les téléviseurs, les douches, tout ce qu'il y a comme commodité à une vie extrêmement moderne. Et quand je mets le pied juste derrière, dans le village qui abrite la cité minière, Souleymane Diallo est là, les gens qui étaient qui m'ont accompagné étaient là. J'ai été très très choqué. J'ai été très très choqué, profondément choqué. Et j'ai même relaté ça en Conseil des ministres. Je n'avais pas imaginé l'ampleur du luxe qu'il y a à l'intérieur de la cité minière et les fossés qu'il y a au niveau de ce village, ou encore c'est des puits traditionnels. On met la cordelette dans le puits pour puiser de l'eau, les niveaux d'éducation des enfants, les niveaux de santé, etc. Toutes les infrastructures d'une vie moderne, on se croirait à l'intérieur de la cité comme en Occident. Les 4 mines du cercle de Kéniéba, Loulo, Tabakoto, Gounkoto et Fadougou-Fekola, sont exploitées par 3 multinationales spécialistes de l'extraction de l'or. 2 d'entre elles sont immatriculées au Canada. La 3e société multinationale, britannique, est immatriculée dans un paradis fiscal. Aujourd'hui, l'or sert surtout à la spéculation. Moins de 12% de la production mondiale est destinée à l'industrie et sert essentiellement dans les nouvelles technologies. Donc nous allons beaucoup plus parler dans le sens du développement communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'interface entre ce qu'on est en train de faire, la population et la mine. Les actions sociales qui conjuguent avec la responsabilité sociale de l'entreprise. Malgré que la mine, dans l'accord cadre avec l'État, paye des impôts et des taxes, dans son intégration du milieu, fait des actions à l'endroit des populations. La politique de notre société minière à niveau, nous avons le souci de nos populations riveraines. Donc, dans ce sens, nous nous impliquons un peu dans les actions de développement durable. Dans ce cadre, ici à Adévo, nous avons fait 2 grands blocs d'action sociale. Il y a des blocs d'action sociale qu'on appelle action sociale de développement durable communautaire
et des actions qu'on appelle des actions d'agriculture. Nous avons intervenu dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de l'eau, un tout petit peu, pas beaucoup, pas très beaucoup, dans le secteur de la santé. Donc, comme nous avons vu, pour pouvoir intervenir, nous avons commencé d'abord par faire un diagnostic dans tous les villages qui sont riverains de la ville, connaître un peu quels sont les problèmes des populations. C'est vrai qu'aujourd'hui on appelle les infrastructures scolaires. On dira que c'est la mine qui les affecte. Et nous, on aurait souhaité que de la base, c'est-à-dire des parents d'élèves, de la commune, jusque là où ça doit être, qu'il y ait une certaine politique. Cette politique, on va certainement demander la participation de la mine, qu'elle soit technique, qu'elle soit financière. Parce que lorsque l'intéressé lui-même n'est pas impliqué, lorsque l'intéressé lui-même n'a pas un centre d'intérêt par rapport à ce qu'on lui demande, il ne le prendra jamais à bras le corps. La mine va injecter de l'argent, on va dire faire ça, mais on dira toujours c'est la mine. C'est la mine qui a miné. Mais si nous associons des pères aux parents qui sont concernés, nous voulons avoir un certain taux de scolarisation. Pour même construire une école, voilà les critères définis. Nous ne voulons plus que les enfants soient sur les placières. Tout le monde doit s'impliquer. Ce n'est pas obligatoirement sortir de l'argent pour donner, ça peut être autre chose. Déjà, toutes les actions que vous êtes en train de mener par rapport au développement communautaire, bon, c'est quelque chose de... C'est bien, mais nous voulons que ça soit encore plus étendu et sur d'autres filières. Si les ONG sont là-dedans, bon, peut-être ça peut éviter ou même améliorer certaines prises de décision. Parce qu'on peut faire des chevauchements sur le terrain. Moi, je suis en train de faire le maraîchage ici, vous la même chose, ainsi de suite. Mais ensemble, si nous construisons une idée ensemble, ça veut dire que tout le monde y adhère et c'est une force qui est là. Maintenant, entre nous et les collectivités décentralisées, si on doit parler sincèrement, nous collaborons ensemble, mais pas à souhait. À souhait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il doit avoir des définitions de responsabilité de l'ensemble des acteurs dans un truc que tout le monde doit être là-dedans. Il vient de poser la question tout de suite. Est-ce que les ONG font partie? Ça fait partie des collectivités décentralisées, ils travaillent avec ces communautés. La deuxième atout qu'on dit maintenant, il faut réfléchir. Les jeunes qui sont là, comment avoir des stratégies, les regrouper, qu'eux-mêmes ils créent l'intérêt, que ce soit en agriculture, que ce soit des champs, de coopératives agricoles, on est prêt à les appuyer. Mais il faudrait que ça devienne leur centre d'intérêt. Pas simplement le plaisir, on se met ensemble à avoir de l'argent et chacun disparaît. Non, c'est pas fait pour ça. C'est pour une professionnalisation dans laquelle vous allez vivre, vos enfants vont vivre, une filière rentable. Sinon, on pense à vous. Et c'est un avantage pour tout le monde. C'est un avantage pour la population. Vous aurez aidé les populations à s'auto-suffire. Par le développement, par l'apport que vous donnez, du coup, ça va amener une réduction de coûts par rapport aux produits que vous importez. Les produits locaux sont trouvés sur place. Il y a 8 coopératives aujourd'hui qui produisent, mais on n'arrive qu'à satisfaire 2% des besoins du camp. 2%, ça veut dire que combien la consommation elle est importante. De 2009-2010 à la campagne 2012-2013, il y a 19 000 tonnes de produits maraîchers produits, dont 45% achetés par la mine, production de première qualité. Et ça ne représente que les 2% de satisfaction des besoins de la mine. Donc combien il est important d'élever le niveau de la production et de les accompagner également de le renforcement des capacités. L'un des problèmes, c'est les problèmes de boue, les lacs de boue qu'ils ont formés. Comment ces boues-là seront traitées? Comment elles vont être mises dans la nature comme ça? Comment on peut avoir confiance en ces boues? Parce qu'on sait que c'est des boues il y a des matières chimiques très très dangereuses dans ces boues. Et moi, ça me donne des frissons. Moi, aucune explication ne peut me rassurer. Moi, j'ai vraiment peur parce que je ne crois pas au contact du cyanure avec l'air. Je n'ai pas trop confiance. Ça ne peut pas partir tout le temps, c'est pas possible. Ça ne peut pas partir entièrement. Et malheureusement, nous, nos orpailleurs travaillent avec ça aussi. C'est le danger. Parce qu'on ne peut pas tellement lutter aussi
contre ces sociétés minières, alors que nous-mêmes, nos parents sont en train d'utiliser ça. On dit que le mercure n'est pas interdit, mais la manière d'utiliser là, ils ont même donné des systèmes formés pour faire ça. Le mercure, on ne met pas le mercure dans l'eau. Personne, il n'y a pas aucun Européen qui peut mettre le mercure dans l'eau. Tu te laves, tu bois ça, tu ne peux pas empoisonner ça pour toi-même. Le grand problème, c'est les sociétés minières là. Tabakoto, là où il y a la société minière, là, il y a l'usine là. À partir du mois d'avril, tu n'as pas d'eau dans les puits, même à 20 mètres. À 25 mètres, tu n'as pas d'eau. Et ils travaillent avec le cyanure. Mais actuellement, va à Tabakoto, derrière l'usine là, à 5 mètres, 3 mètres, il y a de l'eau. L'eau vient d'où? C'est eux qui polluent. C'est eux qui nous tuent ici. L'eau là est polluée. Il faut être clair, ces sociétés minières là. Le gouvernement nous a vendu. Kéniéba est considéré comme le village des singes. Bon, par rapport au dragage, quand même, l'État, les législateurs ont légiféré par rapport à ça, ils ont interdit. Mais jusqu'à présent, allez-y voir un peu au bord de la Falémé pour voir ce qui se passe. Et tout le monde fait semblant que le dragage est interdit, alors que vous verrez plus de 1000 dragues encore en train d'exploiter dans le lit vif de la Falémé. Nous avons cherché les Chinois juste dans le lit du fleuve. Ils ont bouché littéralement le fleuve Falémé. Je vous jure, c'est pitoyable, les Chinois. Et ils avaient des papiers du gouvernement. Nous avons fait une plainte contre eux à la justice à Caille. Jusqu'à présent, on n'a pas touché à ça. Kolondo Rebe, Jakumasu, Fensu Beta Biala. Ogo Suobe Toloro Fembeke. Mais au Djibé. Mo Rebe Badji Mumbo Woyo. Mais Badji Mfina Faratan. Mo Bolbo Dileke. Ougafiana. Obo le Mina Fena. Ikon Gradien Mofen Feni Tara. Nia Jimmy. Abaga Banablay. Name Suguna Blen Blayla. Avec Farngaya Blayla. N'a Farngaya Blayla avec Kuruguru Boyla. Ikon Gradien Mofen Fen. Namo Blaba Konover Blayla. I Gradien Mofen ni Waray. Ni Tugudo Jini ma Bibana. Only the frog secondary. Mais au prix de l'unité, de la solidarité, de l'entente. Oui, mesdames, c'est tout ce qui vous manque.
nous souhaitons avoir aussi une mine, malgré les conséquences. Hein? Nous souhaitons avoir une mine, parce que quelque part aussi, ça crée le développement. Mais qu'on sache l'organiser surtout. Et que cibler, comme vous l'avez si bien dit, les endroits où il faut exploiter, et cibler des endroits où il ne faut pas exploiter, réserver uniquement à l'agriculture. Peut-être avec ça, on peut s'en sortir. Parce que nous voulons être actionnaires dans les mines. C'est notre objectif. Qu'on ait 1%. Au moins 1%. Malheureusement, on ne parvient pas à nous aider par rapport à ça. Moi, j'ai dit, nous, on veut 1% pour la collectivité. En dehors des patentes, que nous soyons actionnaires. Parce que ça se fait dans d'autres pays. Hein. Maintenant, la constitution d'une réserve d'or, j'avoue, c'est en lisant, simplement, en lisant, j'ai vu que les États-Unis d'Amérique possèdent à peu près 33 000 tonnes d'or de réserve. 33 000 à l'époque, quand je faisais cette lecture, suivi par la Chine, qui en possédait à peu près 11 000 tonnes, suivi par l'Allemagne, le Japon, la France et la Grande-Bretagne. Enfin, qui, à mon avis, ne sont pas des pays producteurs d'or par excellence, à part la Chine un peu, les États-Unis. Alors je me suis dit, alors pourquoi nous-mêmes, qui avons plusieurs mines, on ne peut pas nous constituer un stock d'or? Les FMI, la Banque mondiale, toutes ces structures ont des réserves d'or. Alors que nous en possédons, je dis, il y a un problème. Et quand on a décidé de venir en Europe, c'est pas parce que l'Europe est l'Eldorado ou parce qu'il y a le bonheur en Europe, mais parce qu'il y a de la souffrance, surtout nous les jeunes, qui sont tellement nombreux actuellement et en Afrique, qui sont des jeunes diplômés sans emploi ou qui sont des jeunes qui n'ont pas instruit, mais ils ont des métiers de la compétence, mais ils ne parviennent pas à rentrer dans les mines d'or, soit ils ne parviennent même pas à faire l'exploitation des mines. Parce qu'il y avait de nouvelles technologies qui sont des épaisses et de machines de détecteurs pour creuser de l'or. Mais si tu n'as pas le pouvoir d'acheter ça, tu es obligé de faire. Donc, du coup, on garde nos petits argent, nos petits sous, on les garde pour que, puisqu'on a décidé de venir en Europe, de toute façon, je n'aimerais pas partir pour le moment au Mali. Vu les conséquences, quand on dit tu as fait telle année d'études et que tu n'arrives même pas à te sortir dans ta société, donc tu vas dire que c'est impossible. Donc mieux vaut rester ici, mieux vaut gagner ta vie dignement ici et partager les idées avec la population des Européens, c'est mieux d'aller partir dans ton pays.